ETF éligibles PEA, ceux à éviter et d'autres à étudier. Dans cette vidéo, on va faire un tour d'ETF éligibles au PEA, le plan d'épargne action. On va parler d'ETF indices, de secteurs, de tech, d'immobilier, d'or, de performance, de frais, etc. Je vais te donner mon avis personnel sur des ETF PEA que je déconseille fortement et sur d'autres qu'il m'est arrivé de posséder ou de détenir à date. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur professionnel en finance. J'ai travaillé en salle de marché, en banque, en fonds d'investissement à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'aide en vidéo avec mes outils pour faire croître et protéger ton patrimoine. D'ailleurs, regarde bien la vidéo jusqu'au bout, car en cadeau, je t'offre un outil pour gérer ton portefeuille d'ETF. Allez, on commence par un petit rappel. Un ETF, c'est un produit financier appelé Exchange Trade Fund en anglais, qu'on pourrait traduire par panier d'actifs financiers échangeables. Ils permettent de répliquer la performance d'un panier d'actions, de secteurs, d'indices tels que le CAC 40, l'indice des 40 plus grandes entreprises françaises, ou encore comme le S&P 500, S&P 500, l'indice des 500 plus grandes capitalisations US. Aussi, il est possible avec un ETF de répliquer des performances de paniers d'obligations ou de produits financiers structurés un peu plus complexes. Alors, pourquoi je te parle d'ETF aujourd'hui ? Parce que c'est à mon sens la solution la plus simple pour avoir un portefeuille assez diversifié qui permet de faire travailler son argent lorsqu'on a disons moins d'une heure par mois pour s'occuper d'investir son capital. Par contre, c'est une stratégie où il y a pas mal de pièges, notamment sur les frais qui impactent significativement la performance, qu'on appelle TER, Total Expense Ratio. Et pour certains ETF, on a aussi un fort décalage de gains contre leurs actions, qui réduit leur performance, qu'on mesure avec la Tracking Difference, qui est hélas passée sous silence aux particuliers par beaucoup d'ETF. Allez, on commence avec deux ETF qui répliquent la performance des actions à une échelle mondiale, qu'on appelle World Developed Countries, ce qui se comprend en français comme un ETF répliquant la performance des plus grandes capitalisations des pays développés, en Europe, aux États-Unis, au Japon par exemple. Le premier, c'est le Amundi MSCI World ETF, éligible PEA, avec moins 0,38% de frais par an, 2,2 milliards d'encours en dollars et une tracking différence de moins 0,12% en moyenne. Personnellement, je trouve l'ETF World Amundi vraiment trop cher, avec ses 38 points de base par an prélevés sur ses performances. Ce qui impacte bien sûr beaucoup trop la performance si on l'ajoute avec la tracking différence. Sachant que hors PEA, on a un ETF équivalent qui reste cher mais acceptable et qui reproduit mieux son indice de référence, le iShares Core MSCI World, avec ses moins 0,20% de frais. Un encours qui est plus important, qui fait 42 milliards de dollars, et une tracking différence qui est seulement de 0,10%. Son spread est plutôt faible grâce à son encours qui est très élevé, ce qui est rassurant. Au passage, un spread en anglais, ça veut dire écart, donc c'est l'écart entre le prix de vente le plus bas, tu peux qualifier ça du meilleur prix de vente, et le prix d'achat le plus haut, le meilleur prix d'achat. Tu peux voir ça comme un coût supplémentaire que beaucoup passent sous silence. En théorie, plus l'encours est important, plus le spread est faible et moins ça te coûte cher d'entrer et sortir sur un ETF. Si on prend un peu de hauteur et qu'on regarde de près les composants d'un ETF monde, tu t'es sûrement aperçu que les USA prennent carrément la moitié des pondérations de l'indice. C'est pour ça qu'on va regarder maintenant des ETF S&P 500, S&P 500, l'indice des 500 plus grandes capitalisations aux USA. Si on regarde les dernières décennies, ce sont les États-Unis qui ont les entreprises qui performent le plus côté action. Ça s'explique par leur politique libérale, pro-business, et de l'autre côté, ça explique aussi la faible part de l'Europe dans les ETF monde. Car oui, l'Europe est vieillissante, trop administrative et pas assez compétitive pour les entreprises technologiques. Ces entreprises technologiques américaines ont été le moteur de croissance numéro 1 ces dernières années. Donc ce n'est pas étonnant que ça soit la première puissance mondiale. Et ça serait une erreur de ne pas s'y intéresser aux États-Unis au final. En tant qu'investisseur pragmatique, que je pense que tu es si tu regardes cette vidéo, en investissement, comme dans la vie, c'est très important de prendre de la hauteur et d'essayer d'avoir un raisonnement financier avec le moins d'émotions possible vis-à-vis de nos investissements. C'est bien entendu plus facile à dire qu'à faire. Alors, sur PEA, pour l'indice américain S&P 500, on a Amundi ETF S&P 500, avec ses moins 0,15% de frais annuels et ses 2,6 milliards d'encours. Malgré son frais relativement élevé, il mérite d'être sur le PEA.
sans avoir un encours qui est ridicule. Donc, on va dire que ça passe pour le ETF Amundi S&P 500. De l'autre, on a le Lyxor S&P 500 à moins 0,30% de frais par an et un spread énorme qui est dû clairement à son manque de liquidité et son faible encours. Donc c'est vraiment pas terrible, je déconseille le Lyxor sur le S&P 500 fortement sur le long terme à cause des frais et sa liquidité. Hors PEA, tu peux aussi trouver l'ETF SPI SPDR S&P 500 qui a un frais assez faible de seulement 0,09% par an, donc inférieur à 10 points de base, avec un grand encours de plus de 350 milliards de dollars. Et en bonus, il a un des spreads les plus faibles de tout le marché sur les ETF. Tu le savais peut-être déjà, ou tu commences à comprendre qu'en France, avec une logique d'éviction, des taxes et des impôts, on pourrait se retrouver contraint à acheter un ETF par exemple ou un autre produit financier avec des frais très élevés mais des performances beaucoup moins bonnes simplement pour des raisons de fiscalité. C'est ce que j'appelle ironiquement l'exception française, qui fait oublier à beaucoup d'investisseurs français que le facteur numéro 1 pour réussir dans ces investissements, ce n'est pas la fiscalité, mais la performance future. Mais bon, passons et continuons avec des ETF en Europe. Côté Europe, on a bien sûr les indices Stoxx 50 et Stoxx 600, des plus grandes capitalisations européennes qui chez Amundi trouvent leurs ETF suivants. On a pour le Stoxx 50, si tu veux, un ETF Amundi Eurostoxx 50 UCITS à 2,5 milliards d'encours et seulement 0,15% de frais, qui intègre des entreprises européennes dont certaines sont françaises et que tu connais très certainement, à savoir ASML, LVMH, SAP, Linde, Sanofi, L'Oréal, Total Energy, Allianz, Unilever, Siemens, etc. Pour citer les 10 plus grandes capitalisations de cet indice. Ce sont des entreprises qui sont principalement françaises, allemandes et des Pays-Bas. Pour élargir un peu plus, tu peux trouver aussi un Stoxx 600 ETF chez Amundi. J'ai mis le lien vers le site de Amundi ETF en description de cette vidéo. Ils ont un bon comparateur en ligne, il faut bien l'admettre, bien qu'ils ne précisent pas les tracking erreurs, tracking différences et l'impact des frais sur le long terme, parce que c'est pas obligatoire. Mais au moins, ça permet d'aller chercher l'information à la source pour pouvoir faire ses calculs. Au passage, pour t'aider à faire tes calculs toi-même, j'ai créé un outil de gestion de portefeuille ETF qui permet de comparer ces indicateurs. Le lien est également dans la description, c'est à ta disposition et c'est gratuit. Allez, maintenant je vais te présenter des ETF beaucoup plus stratégiques. On commence avec l'Asie et les marchés émergents. Une allocation pays émergents convient bien pour des investisseurs qui sont plus value, valeur en français, c'est-à-dire ceux qui cherchent les meilleures opportunités long terme. Si tu fais partie de ce type d'investisseur, tu pourrais opter pour une stratégie ETF pays émergents, en pariant sur un boom des marchés actions de l'Asie et de l'Inde, qui devrait, si on extrapole la tendance actuelle de croissance de PIB de leur pays, dépasser les États-Unis d'ici quelques années pour la Chine et 10 à 15 ans pour l'Inde. Alors attention de prendre en compte les risques d'un tel positionnement, notamment la volatilité de ce type de position jusqu'à maturité et les risques de liquidité de ces ETF, ainsi que les frais des ETF sur le long terme, qui peuvent manger une grosse partie de ton trade long terme. Voici un ETF sélectionné avec la contrainte qu'il soit éligible PEA. On a le Amundi ETF PEA Emerging Asia UCTIS, avec un frais de moins 0,20% par an, donc 20 BP par an, et 400 millions d'encours PEA. Au passage, BP, c'est basis point, c'est point de base. Tu divises par 100 par rapport au pourcentage. En alternative, sur le PEA, on trouvera Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets, avec aussi moins 20 BP de frais et seulement 236 millions d'encours, qui a une large allocation sur les grandes capitalisations, notamment la Chine à hauteur de 40%. Tu l'as bien compris, dans un monde multipolaire avec un Occident qui se fait challenger sa dominance économique, ça peut être intéressant de diversifier sur l'Asie avec des ETF. Mais, encore une fois, attention aux frais, fais bien attention avec tes calculs de prendre en compte l'impact vis-à-vis de ta durée de détention de l'ETF et des performances que tu anticipes sur ce secteur et cette région. Si tu veux, je ferai une vidéo spécifique dessus avec ma vision personnelle. Après l'Asie, on va faire un petit tour d'ETF focus immobilier. Sur le PEA, on a un ETF immobilier Europe Rates foncière et SCPI avec le Lyxor PEA Immobilier Europe UCITS avec 40 points de base de frais par an et seulement 17 millions d'encours
Personnellement, je déconseille ce type d'ETF qui se gaffe sur les frais avec des spreads aussi grands et des encours aussi faibles. Au passage, petite précision, un REIT, Real Estate Investment Trust, ce sont des sociétés immobilières cotées sur les marchés. Ces sociétés sont historiquement un bon trade dans certaines périodes de marché, notamment quand l'inflation est autour de 2 à 5%. En général, la pierre performe bien, car tu peux comprendre que ses revenus sont très corrélés à des loyers qui augmentent en général davantage que l'inflation. Et du coup, l'écart, c'est un premium que prend cette industrie en général. Mais attention, en cas d'inflation trop faible ou trop forte, ces performances sont challengées et parfois brutalement. Donc oui, tu pourrais utiliser un ETF du type Amundi Index FTSE qui a une allocation de plus 60% sur l'immobilier aux USA et qui a un encours de 1 milliard de dollars, avec un frais assez élevé à 0,24% par an. Cependant, il n'est pas éligible PEA. Tu le trouveras disponible sur ton compte titre ordinaire, le CTO. Passons aux ETF qui brillent, si j'ose dire, avec le gold. Côté or, on a un bon ETF avec seulement moins 0,12% de frais annuels, donc moins 12 points de base. C'est un des ETF or avec le moins de frais et qui a également un bon encours de 13 milliards de dollars. C'est le iShare Physical Gold ETC de chez BlackRock. Alors, petit problème, c'est qu'il n'est pas éligible PEA. Désolé. Alors, avantages et inconvénients en même temps, ça permet de s'exposer à l'or sans l'avoir chez soi. Après, attention, l'or, c'est plus un trait tactique pour lutter contre la dévaluation de sa devise comme l'euro lorsque les banques centrales impriment à foison. Car sur le long terme, tu le sais bien, les indices principaux comme le S&P 500, composé d'entreprises d'hommes, de femmes qui produisent de la valeur, donc des produits, des services, des biens, en général, ça bat l'or parce que ça crée de la valeur. Tu sais bien que la valeur d'une once d'or, dans 100 ans, c'est une once d'or. On enchaîne avec des ETF plus croissance avec les valeurs Tech US. Et quand on parle de tech américaine, on parle bien souvent du Nasdaq. Bien sûr, le Nasdaq a une performance supérieure au Dow Jones et au S&P 500 sur les dernières décennies, car on est passé ces dernières années d'une société industrielle à une société un peu plus technologique, et que la majorité des investisseurs anticipent qu'on va aller vers des sociétés de plus en plus technologiques, voire robotiques. Cependant, nous sommes dans un contexte d'inflation et d'augmentation des taux directeurs par les banques centrales. Donc, à mon sens, ce n'est pas un bon trade à date en période de très fortes inflations et de durcissement des politiques monétaires. Par contre, oui, si tu anticipes une période d'abondance, de forte croissance, de faible inflation, ça serait idéal. Bien que les ETF Tech US éligibles au PEA sont en vérité dégueulasses en termes de frais annuels et de tracking différence. Je te donne un exemple avec le Lixor PEA Nasdaq 100 ou l'Amundi ETF PEA Nasdaq 100, qui ont des frais qui sont supérieurs à 30 points de base avec des encours faibles de l'ordre de 100 millions d'euros. Et une tracking différence qui nous amène à une sous-performance de moins 0,50% par an. Tu l'as compris, de manière générale, je ne recommande pas d'ETF qui ont des frais supérieurs à 15 points de base, car leurs frais impactent énormément leur performance. Aussi, j'écarte les ETF qui ont délivré des sous-performances récurrentes sur la dernière décennie, tout comme ceux qui ont des capitalisations sous le milliard, car cela impacte leur spread et donc implique un coût supplémentaire. A minima, je recommande très fortement à tout investisseur de regarder les ETF comme un benchmark de la simplicité. C'est-à-dire, pour un investisseur action, que ce soit avec une stratégie dividende, forte croissance ou valeur, il pourrait comparer ses performances personnelles avec un ETF comparable sur le secteur qu'il cible par exemple, afin de s'assurer que les 2 à 3 heures qu'il passerait par mois, trimestre, semestre ou année, comme tu veux, à gérer son portefeuille, soient rentables contre l'équivalent en ETF, malgré les frais et la tracking différence. En gros, est-ce que le temps passé est rentable? Aussi, attention à certains courtiers en ligne, du style entre beaucoup d'autres, qui ont des pratiques déloyales vis-à-vis de leurs clients, avec des frais cachés qui passent souvent par un spread indécent sur les ETF et les actions, dont hélas peu de particuliers se rendent compte. D'où l'intérêt de t'abonner à une chaîne YouTube tenue par un pro, ingénieur en finance de marché, qui t'aide à démêler tout ça en vidéo et avec mes outils. Si tu es déjà abonné, tu peux activer les notifications en cliquant sur la cloche. En parlant d'outils, je te partage à nouveau mon outil portefeuille ETF, qui a bien plu à pas mal de monde à ce que je vois. Vu son succès, j'ai fait une vidéo tuto sur YouTube pour que tu puisses le prendre en main facilement. C'est cadeau et c'est sur guistorm.com. Bien que je sois un professionnel de la finance de marché, cette vidéo publique sur YouTube ne peut pas être un conseil en investissement.
Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!